Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo chaud 225, chaudière fuel à condensation, défaut surchauffe des fumées dans le condenseur, défaut E60. Donc un matin je regarde les interventions que j'ai à faire pendant la journée, je me rends compte que je dois retourner chez le client où j'ai remplacé le thermostat de surchauffe qu'il y a sur le condenseur et qui mesure la température des fumées. Donc ça faisait 1 semaine et demie que j'avais fait cette intervention là et comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente, j'y avais été parce qu'un collègue avait diagnostiqué que le thermostat de sécurité de surchauffe était HS et qu'il fallait le changer, ce que j'avais fait. Donc comme je sens que ce qui m'attend là-bas c'est pas cool et comme c'est pas moi qui ai fait le diagnostic, je vais voir la personne qui s'occupe des plannings là et je lui dis pourquoi tu n'envoie pas celui qui a fait le premier diagnostic. Donc je me souviens plus de ce qu'il me répond, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait cette intervention là. Mais en gros, il peut pas y aller, donc c'est moi qui y vais. Et donc j'y vais. Donc là, j'arrive chez la cliente, hein, bien sûr, elle n'est pas contente, elle m'attend hein, de pied ferme. C'est-à-dire qu'elle attend le technicien de la boîte pour réparer sa chaudière. Mais là, c'est la troisième intervention, donc on est un peu exaspéré. Donc le problème, c'est toujours le même. Hein. Donc c'est une chaudière FCX 22C, marque Jiminox. Donc c'est une chaudière à condensation à circuit de combustion étanche. Elle est équipée d'un brûleur fuel à réchauffeur de ligne. L'aspiration d'air par le ventilateur du brûleur s'effectue à l'extérieur de l'appareil grâce à la gaine raccordée au tube concentrique d'amener d'air et d'évacuation des produits de combustion. Le corps de chauffe en acier muni d'un système de chicanage amovible est associé à un condenseur en acier inoxydable situé directement sur le rotor chauffage. Cet ensemble permet d'obtenir un rendement très élevé grâce à la condensation et un niveau sonore très bas. Donc là, il y a la flèche, là, elle divise le capuchon, puis elle réarme le bouton. Le seul souci, c'est que quand tu as ça, ça veut dire que les températures des fumées en sortie condenseur sont trop élevées. Donc le constructeur d'origine a mis un thermostat qui coupe à 120 degrés. Ça veut dire que les températures des fumées ne peuvent pas dépasser les 120 degrés. Et si elles dépassent 120 degrés, eh bien ça coupe. Thermostat sécurité, ça coupe tout. Parce que le condenseur est censé récupérer les calories qu'il y a dans les fumées, donc pour refroidir les fumées, jusqu'à ce que le point de rosée soit atteint, pour que l'eau qu'il y a dans les fumées se condense, d'où le nom de condenseur, hein, pour récupérer l'énergie de condensation et donc prendre les calories des fumées pour les transférer dans l'eau de chauffage. Et c'est le retour chauffage qui permet donc de refroidir les fumées, car le retour chauffage passe dans le condenseur. Comme l'eau est beaucoup plus froide, les fumées ça les refroidit, hein. Ça les refroidit, ça condense, ça récupère l'énergie latente de condensation, puis voilà. Donc quand le transfert d'énergie ne se fait pas des fumées vers le condenseur, donc c'est-à-dire des fumées vers l'eau, ça veut dire qu'il y a un isolant entre les fumées et l'eau, le condenseur, l'échangeur. Et cet isolant, c'est la suie. Donc quand ça pète comme ça en sécurité surchauffe sur le condenseur, ça veut dire que le condenseur est blindé de suie. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a un problème avec la combustion. Donc à noter que sur la documentation, ils disent que la température des produits de combustion maximum sur la FCX22C est de 105 degrés Celsius. Donc le thermostat de sécurité de surchauffe des produits de combustion est à 120 degrés Celsius et le thermostat de sécurité de surchauffe eau est à 110 degrés Celsius. Donc la dernière intervention, c'était moi qui étais intervenu et on m'avait demandé de remplacer le thermostat de surchauffe qu'il y a sur les fumées. Donc là, je regarde au niveau du condenseur, je vois que le bulbe est toujours à sa place. Là, on peut voir que je prends une photo de ce thermostat là et on voit que c'est celui qui est à côté de la plaque électronique. Et là, je prends une autre photo, donc je pense que c'est le bon là, et je constate qu'il y a écrit 110 degrés Celsius, donc c'est la température il va couper, avec un différentiel de 6 Kelvin, donc il va couper à 110 degrés Celsius, donc il va déclencher, il va se enclencher à 104 degrés Celsius. Donc à 110 il coupe, à 104 il se réenclenche, c'est-à-dire que la chaudière peut refonctionner. Et donc dans la vidéo précédente, j'avais pris une photo de face de ce thermostat là et j'avais dit que c'était donc le SBS et que le T85 devait correspondre à sa température de coupure. Donc je sais pas pourquoi il y a écrit T85 en haut et sur le côté tu as une étiquette là où il y a écrit SBSC 0057 3018, donc après S 110 degrés Celsius 6 Kelvin. Je m'en souviens plus car c'est vieux, mais bon, comme on l'a vu dans la documentation, ici ce qu'il fallait c'était un 120 degrés Celsius. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait écrit à la T85 pour 85 degrés Celsius, c'est comme ça que je l'avais interprété. Donc 110 ça laisse beaucoup plus de marge, mais bon, ce qu'il fallait quand même c'était un 120 degrés Celsius d'après le fabricant.
Donc la chaudière est arrêtée, hein. C'est-à-dire que j'ai sûrement débranché la fiche européenne au niveau du brûleur, ou je l'ai coupé, je sais plus. Donc là, ce que tu peux voir à gauche ici, là, c'est la trappe d'accès au condenseur. Et à droite, c'est la trappe d'accès pour accéder au foyer de la chaudière. Donc là, je m'attends à une mauvaise surprise, hein. Je vais l'ouvrir. Et comme on peut le voir, il est blindé de suie. Donc c'est sûr que quand tu bouches une partie des trous, ou quand tu diminues méchamment le diamètre des trous du condenseur, bah déjà au niveau du brûleur, ça va mal se passer parce que il va pouvoir vaincre les pertes de charge. Et là, tu augmentes méchamment les pertes de charge, donc je suis même pas sûr que le brûleur ait les capacités de vaincre ces pertes de charge supplémentaires. Donc on sort du domaine de fonctionnement du brûleur, donc ça risque pas d'améliorer sa combustion. Donc pour avoir ça, il faut qu'il y ait un souci sur la combustion, ça c'est sûr. Et c'est là on voit que les condenseurs ont des tout petits tuyaux qui se colmatent assez facilement. Donc c'est aussi, tu vois que régler un brûleur fuel sur une chaudière à condensation, il faut vraiment bien le faire. C'est-à-dire qu'il faut viser un indice 0 au niveau de l'opacimètre, hein, le test de Baccarat. Car là, je sais pas quelle était sa valeur, hein. Donc pour ça, il faut faire un smoke. Il faut pomper 10 fois dans le conduit de cheminée. Et on regarde le petit papier blanc et on voit sa couleur. Et là, on voit qu'il est dégueulasse, il est blindé de suie, quoi. Donc ça, c'est un dépannage qui se fait penser à minute parce que qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut nettoyer tout le condenseur. Mais si le condenseur est blindé de suie, ça veut dire que le corps de la chaudière, donc le foyer, est aussi blindé de suie. Comme je l'avais lu un peu plus tôt, à l'intérieur, il y a des chicanes. Donc là, c'est pareil, je m'attends à une catastrophe au niveau foyer de la chaudière. Et donc j'en profite aussi pour appeler ma boîte pour dire que le prochain client, c'est pas la peine qu'il m'attende, car nettoyer une chaudière fuel prise en suie, ça se fait pas en 5 minutes. Donc c'est un des problèmes quand tu fais du particulier, là j'ai bien pu me rendre compte, c'est que souvent les interventions, le temps alloué est vraiment très très court, donc il suffit qu'il y ait un petit truc comme ça, un petit impondérable, et si tu veux faire tous tes clients, tu finis à 19h, 20h, en reprenant à 13h bien sûr. Donc moi je suis vieux, hein, donc finir à 20h ça m'intéresse pas, hein. Donc ça c'est la trappe d'accès du condenseur, on voit que dessous il y a 2-3 mm de suie. Donc après ce qui est intéressant c'est de prendre la documentation pour savoir ce qu'il préconise pour nettoyer le condenseur de cette chaudière. Donc dans la documentation on a un passage sur le nettoyage du condenseur comme on peut le voir ici. Donc d'éclipser le dessus de l'habillage de la chaudière. Donc ils disent de voir le chapitre 2, entretien et livré 2 sur 2, par traction vers le haut. À noter que la documentation est accessible sur internet, hein. Divisser la vis repère F, donc c'est ce que j'ai fait, là, on a le couvercle, là on a le condenseur. Donc la vis papillon. Donc dévisser la vis repère F de fixation du couvercle du condenseur repère G, ok. Donc oui on a le joint. Donc pour les modèles FCX30C, donc c'est pas mon cas. Après, nettoyer les tubes du condenseur. Donc les tubes ils sont ici, là en H, là, à l'aide d'un goupillon. Donc ici on voit que le terme utilisé c'est goupillon. Dans d'autres vidéos j'avais utilisé le terme écouvillon. Donc j'ai été chercher la définition du goupillon. Donc un goupillon, donc c'est une brosse cylindrique montée au bout d'un manche destinée à nettoyer l'intérieur des récipients cylindriques. Nettoyer une bouteille avec un goupillon, c'est un nom masculin. Et donc pour l'écouvillon, la définition, donc c'est toujours un nom masculin, c'est une brosse cylindrique munie d'un manche plus ou moins long utilisée pour nettoyer les pots, les bouteilles, etc. Donc le terme le plus adapté c'est bien goupillon dans ce cas-là car on nettoie les tubes du condenseur, c'est pas une bouteille. Donc c'est là où tu vois qu'il faut le bon outil pour passer dans ces petits trous, vérifier le libre passage des bruits de combustion. Comme on a pu le voir là dans la photo précédemment, c'était pas du tout libre. Dévisser le bouchon pour le contrôle de la combustion repère 15. Donc le repère 15 il est ici. Donc là tu peux mettre ton outil là pour faire le smoke. Tu peux mettre ta bête de combustion. S'assurer du bon positionnement du joint d'étanchéité repère 1 lors du remontage du couvercle. D'accord, quoi I je veux dire. Remarque, si après nettoyage, la température des produits de combustion reste excessive, supérieure à 120 degrés, procédez au contrôle du brûleur. Veillez à maintenir en état le joint d'étanchéité du couvercle et le remplacer si nécessaire. Donc là, ce petit schéma est très intéressant. Je vais zoomer dessus. Pourquoi? Parce qu'on voit que le doigt de gant traverse tout le condenseur. Donc moi j'ai mis mon bulbe à l'intérieur là. Donc les gaz de combustion là, donc ça c'est le corps de la chaudière là. Le foyer. Donc les fumées passent à travers les chicanes, tout ça. Et après ça passe ici, là. Donc là, on le voit ici, plutôt ici. Parce que ça c'est l'eau, donc le gros tuyau là, ici. Donc après les fumées là traversent l'échangeur. Et on voit les tuyaux d'eau là, donc les fumées sont super chaudes. La chaleur sensible est transmise à l'eau de chauffage. Après ça condense la chaleur latente. Et après ici, là, ça descend ici. Et ça descend là, ça va de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est le conduit de combustion, c'est la ventouse, ça va à l'extérieur, dehors. Ici, on a le siphon pour récupérer l'eau de condensation. Et donc, on voit que ce tube, il est vraiment dans les fumées. Et c'est donc la température que ça mesure.
Donc ici, si tu as 120 degrés, ça coupe la chaudière. D'après la doc, on a vu que la température maxi c'est 90 sur les fumées. Je regarde la documentation, dans ces températures des poêles de combustion maxi 105 degrés. 105 degrés sur la FCX22, c'est OK. Donc on voit mieux comment est constitué le condenseur de cette chaudière fuel. Donc c'est intéressant de voir des vues éclatées comme ça, quand on comprend mieux comment ça fonctionne. Donc tu vois que si tu n'as pas les bonnes brosses, eh bien tu ne pourras pas ramoner les petits tubes. Donc par chance, en principe, lorsque tu achètes une chaudière comme ça, les brosses sont vendues avec, et donc le client les avait suspendues à côté de la chaudière. Donc là on peut les voir sur la photo. Donc dans un premier temps, je passe l'aspirateur dessus, quoi, j'essaye d'aspirer tout ce que je peux. Donc c'est important d'avoir un bon aspirateur dans ces moments-là. Et après, j'y passe aussi les goupillons, et donc on peut voir le résultat après le passage de l'aspirateur et des goupillons. Donc là je fais une petite erreur, quoique non, c'est-à-dire que je n'enlève pas le siphon du condenseur parce que l'accès au siphon est difficile. Donc si j'enlève, j'ai peur de mettre de la suie partout sous la chaudière et autour de la chaudière, que je suis tout seul donc je peux pas tenir l'aspirateur en bas, en tout cas le surveiller et puis prendre les goupillons et ramoner les tubes. Donc voilà, donc je laisse le siphon, j'aspire tout ce qui est en haut, après je passe le goupillon donc avec l'aspirateur en haut pour éviter que la suie aille de partout dans la maison. Et puis voilà, dans un premier temps. Donc là, je sais que le siphon du condenseur est bouché par la suite. Voilà, et donc sur cette image, tu peux voir avant nettoyage, donc avant ramonage du condenseur, et après. Donc tu vois qu'à gauche, il y a beaucoup de trous qui sont pas très visibles, et il y en a qui sont vraiment pratiquement entièrement bouchés par la suite. Donc là, c'est sûr que l'échange ne pouvait pas trop se faire entre les fumées et l'eau. Donc là, à droite, j'ai tout nettoyé. Donc aspirateur, goupillon, dans chaque tube. Donc on voit qu'il y a un paquet de tubes. Donc toute la merde est tombée en bas du condenseur. Donc après, il va falloir enlever le siphon et enlever à l'aspirateur toute la suie. C'est pour ça qu'il faut aussi, suivant la chaudière, avoir un aspirateur avec des sacs de rechange parce qu'un sac d'aspirateur, suivant son volume, se remplit très vite. Donc là, j'ai nettoyé les tubes du condenseur et l'eau du condenseur. Donc j'ai toujours pas touché au siphon, Je me le laisse pour la fin car ça va être plus difficile à faire, le plus sale. Donc maintenant, il faut que j'attaque ici, là, c'est-à-dire le nettoyage du corps de chauffe. Donc que nous dit la documentation? Donc ça, c'est le deuxième livret. Donc d'éclipser le dessus de l'habillage de la chaudière. Donc c'est ici, là. Ici, on nous dit repéra à figure 3, page 22, chapitre 2, entretien. Donc ça, c'est la page 7. Donc ça, c'est la jaquette, quoi. Donc après, divisser les 4 vis de fixation repère B de la plaque en fonte. Donc là, on a le repère B ici. Ok. Enlever le pot de combustion en D. Donc là, on va le voir après dans la vidéo. C'est ça qui m'a étonné, c'est que lorsque tu enlèves le couvercle, là, t'as ça. Donc ça, ils appellent ça le pot de combustion. Après, ôter le chicanage. FCX22. Ok. Donc ça, là, cette chose, ouais. Le chicanage. On le verra après aussi dans la vidéo. Nettoyer la paroi du corps de chauffe repère 13. D'accord. Après, remonter toutes les pièces en prenant soin de ne pas les inverser. Ouais, parce que c'est un assemblage assez particulier. Et ça a un sens. Pour la FCX30, bon, je ne l'ai pas. De positionner le pot de combustion repère D. Donc ça, c'est le pot de combustion. Avec sa vis de centrage repère P vers l'avant de la chaudière. Ça, c'est la vis de centrage, repère P. De placer la flèche repère de la plaque en fonte, repère C. Donc là, repère C ici, là. En face de la vis de centrage, repère P. D'accord, donc la flèche ici, là, je me rappelle même pas de ça, quoi. Je sais même pas si j'ai fait ça. Ça va être aligné avec ça. Ok, donc là je suis sur la 30C, donc c'est plutôt ici. Ça va être aligné avec ça, bon, c'est la même chose. Voyons, je vais zoomer sur le petit schéma. Donc là, ça, le C, c'est la plaque en fonte. Ça, en D, c'est le pot de combustion. Et en E, c'est le chicanage. Et ça, c'est le corps de chauffe. Putain, la chaudière. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Donc pour accéder au corps de chauffe, il faut enlever la plaque en fonte qu'il y a au-dessus. Et donc lorsque tu l'enlèves, ben voilà ce que tu as. Donc on voit qu'elle la suit partout. Donc là on peut voir la plaque en fonte. Et donc comme le dit la doc, là je vais sortir le pot de combustion et le chicanage. Lorsque j'enlève ces différentes pièces, je fais en sorte de les enlever une par une et de voir dans quel sens elles sont montées pour pouvoir les remonter après de la même manière. Surtout c'est important par rapport au chicanage, on va le voir là, c'est une pièce étrange. Donc là tu peux voir le pot de combustion que
que j'ai nettoyé à l'aspirateur. Et comme tu peux le voir, j'ai amené tout ça dehors parce que c'était vraiment trop dégueulasse. Car après avoir enlevé le pot de combustion, dessous tu as le chicanage. Donc là tu peux voir dans quel état est le chicanage. Donc pour enlever ça, il faut mettre ça dans un carton. Il faut mettre quelque chose dessous parce que quand tu te déplaces avec ça, comme tu le vois, il y a de la suie là en morceaux un peu partout là. Et c'est pas le bon plan d'en mettre partout dans la maison du client. Donc là on peut voir le chicanage sous un autre angle. On peut voir que j'ai utilisé ma brosse métallique pour le nettoyer. Bien sûr l'aspirateur pour aspirer la suie. Donc comme tu vois là, je suis limite là parce que j'en mets un peu sur l'herbe, sur le terrain du client. Mais bon, à un moment donné, il faut que je travaille quelque part. Hein. Donc voilà. Sur cette photo, on peut voir que sous le chicanage, là, le supportage, on voit qu'il y a une patte qui est tordue. Donc là, sur cette photo, on peut voir le corps de chauffe de la chaudière. Donc je sais plus si j'ai passé un coup de brosse, hein, je pense que oui, hein, j'ai dû passer l'aspirateur. Donc on voit comment c'est fait, hein, et on voit sur quoi repose le chicanage en bas là. On voit une sorte de collerette qui est découpée. Donc là, le but des chicanes dans une chaudière, c'est de ralentir les gaz de combustion, augmenter leur turbulence pour favoriser l'échange thermique entre les gaz de combustion, donc les fumées et l'échangeur. S'il n'y avait pas de turbulateur, les gaz de combustion partiraient directement dans le condenseur ici ou sur un conduit de cheminée. S'il n'y avait pas de condenseur, et donc l'échange thermique entre les gaz chauds et l'eau, c'est beaucoup trop rapide et donc serait très faible. Donc cette photo est intéressante car on voit comment c'est foutu, hein. C'est un assemblage et les fumées sortent en haut sur le trou à gauche pour aller directement dans le condenseur en inox. Car là, c'est une chaudière ici, là, on voit là c'est de l'acier, en tout cas au niveau du corps de chauffe, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la vidéo. Donc là, on peut voir une vue où on voit les deux échangeurs, hein. À droite, le corps de chauffe de la chaudière et à gauche, le condenseur en inox. Donc là, une vue plus générale. Donc on voit que le voyant vert est allumé, donc j'ai dû débrancher la fiche européenne pour être sûr que le moteur ne démarre pas. Donc à noter qu'on voit que la chaudière est dégueulasse, et c'est là où on voit l'importance d'avoir des lingettes que l'on trouve chez les fournisseurs de matériel professionnel pour nettoyer. Que t'as beau faire ce que tu veux avec de la suie, t'en mets un peu partout. Et c'est vrai qu'avoir le pupitre de commande de la chaudière dégueulasse, c'est craignos. Donc moi j'avais pas ça dans mon fourgon, comme je venais d'arriver dans la boîte. Mais ouais, là tu vois que c'est important là, parce que comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, les apparences c'est important. Et là c'est vrai que les apparences, là c'est sale, c'est dégueulasse, ça donne pas envie quoi. Ça donne une mauvaise image. Donc là je remets l'ensemble tel qu'il était quand je suis arrivé, hein, c'est-à-dire quand je l'ai enlevé. Donc c'est là on voit que c'est important de lire les documentations, hein, pour bien voir les prescriptions du fabricant. Donc là c'est ce qu'il disait, là on la voit là, cette tige là, là où il y a la flèche, qu'il faut mettre dans un certain sens. Donc là elle est vers le haut, donc c'est bon, puis elle est du bon côté, il me semble. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on dirait qu'il y a de la laine de verre à l'intérieur, c'est bizarre. On voit là cette matière jaune, et dans la vidéo juste avant là, quand j'ai fait une petite séquence vidéo dessus, on voit que je plante un truc dessus, c'est mou. Je trouve ça étrange, je trouvais ça dans un échangeur. Alors c'est bien ce que je disais, hein, là où il y a la flèche, là, ça désigne la vis de centrage. Donc tout en haut ce que l'on voit là, c'est le pot de combustion qui était le repère D, avec sa vis de centrage repère P vers l'avant de la chaudière. Donc il faut le mettre vers l'avant de la chaudière, ce qui est le cas ici. Et après il faut placer la flèche repère de la plaque en fonte, repère C, face à la vis de centrage, repère B. Ok. Donc après on peut pas trop se tromper, hein, parce que le pot de combustion a un orifice assez grand pour évacuer les gaz de combustion vers le condenseur. Donc si tu mets ton pot de combustion au mauvais endroit, l'orifice sera du mauvais côté, donc les gaz de combustion ne pourront pas s'évacuer vers le condenseur de manière correcte. Donc maintenant, ce qui me reste à nettoyer, très important, c'est le siphon du condenseur. Donc là où il y a la flèche, il y a l'évacuation des eaux de condensation, donc du condenseur, ça passe dans un siphon et c'est rejeté à l'égout. Donc à noter quelque chose d'intéressant à savoir sur les condensats d'une petite chaudière comme ça de petite puissance, c'est que la production maximale de condensat est de 1,5 litre/heure en chauffage par le sol basse température charge 100%, ce qui correspond à une production moyenne de condensat de 10 litres par jour pour une installation de 15 kW. Ce faible débit ne nécessite pas de traitement spécifique parce qu'il y a une large dilution dans les eaux usées. Néanmoins, si une réglementation locale impose des rejets à pH neutre, un bac de traitement des condensats doit être installé entre le siphon et l'évacuation des eaux usées. Comme on peut le voir là sur la photo, le siphon est en 5, le tube là est en 6, en 7 ils mettent un coude et en 8 c'est évacué dans les eaux usées. Donc c'est à ce niveau là en gros qu'il faut rajouter le système
système pour neutraliser les condensats. Donc sur les petites chaudières condensation, on le voit jamais ça. Là on le voit par contre, c'est lorsque l'on fait du tertiaire où les chaudières sont beaucoup plus grosses et là oui, là tu en vois. Donc pas pour les chaudières fuel à condensation dans le tertiaire, j'en ai jamais vu. Par contre pour les chaudières gaz à condensation, oui, car là comme c'est écrit, avec une installation de 15 kW, tu produis en gros 10 litres de condensat par jour. Donc si tu as une chaudière de 150 kW, bah, tu produis 100 litres, 300 kW, ça fait 200 litres, etc. Donc c'est un petit point intéressant de la documentation. Alors le siphon se trouve sous le condenseur, l'accès est difficile, galère d'accès, donc il est galère à enlever et à remettre c'est encore pire. Donc on voit qu'il est complètement plein dessus, donc ça je l'ai enlevé, hein, j'ai nettoyé. Donc il est plein dessus parce que j'ai ramené les tubes du condenseur avec le goupillon sans l'avoir enlevé. D'ailleurs quand je l'enlève on voit que j'ai de la suie qui tombe. Donc après ce que je fais c'est que en haut du condenseur avec le goupillon qui est long sur les trous du centre là j'en passe un coup là pour voir si je fais tomber encore de la suie. Donc en même temps j'aspire en bas hein, avec l'aspirateur. Donc après je vais me trouver une vieille bouteille d'eau que j'ai dans mon fourgon, je la découpe, je la mets sous le condenseur et je prends une autre bouteille d'eau que je remplis et je vais passer de l'eau dans le condenseur parce que j'ai peur que si je remets le siphon, donc la chaudière va se mettre en marche et dans la journée bon voilà va condenser, de l'eau va couler et que cette eau entraîne la suie qui resterait sur les tubes ou au fond du condenseur, que ça fasse une pâte eau plus suie, que ça fasse un bouchon dans le siphon. Donc, par sécurité, voilà, je mets ma bouteille d'eau dessous, coupée, et là je vais verser de l'eau dans le condenseur. Donc c'est une opération très délicate parce que l'eau va ressortir très sale. Donc si tu renverses ça chez le client, là t'es mal. Donc est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je m'assure que lorsqu'il y aura de l'eau qui coulera dans le condenseur, que ça ne me bouche pas le siphon avec la suie et l'eau qui pourrait me former un bouchon. D'ailleurs on le voit, l'eau est vraiment dégueulasse dans la bouteille. Et donc une fois que j'en ai fini avec le nettoyage du condenseur avec de l'eau, et bien il ne me reste plus qu'à remettre le siphon. Là on le voit là où il y a la flèche, c'est là qu'il faut le mettre, donc ça se visse et c'est assez galère à mettre. Et ce siphon de merde pour le remettre là. Oh, mon gars a envie de tout casser avec ce tuyau de merde qui a été mis là. Ça m'a été mis ça. J'avais plein de cul. Donc là où il y a la flèche, tu vois le siphon, je l'ai mis, je suis content. Donc maintenant il n'y a plus qu'un seul truc à contrôler au niveau du siphon, c'est de mettre de l'eau dans le condenseur pour voir si le siphon est bien étanche et pour aussi le remplir en eau. Maintenant on va voir si c'est étanche quand même mon siphon. Donc ça c'est le condenseur de la chaudière fuel. Voilà. Ça coule pas. Donc j'ai vu de plusieurs bouteilles d'eau dans le condenseur et je constate qu'au niveau du siphon il n'y a pas de fuite. Donc sur cette partie là tout est bon. Donc après je vais ouvrir le brûleur pour voir dans quel état c'est au niveau du déflecteur, l'électrode d'allumage, le gicleur. Donc là je suis obligé de voir la tête de combustion là, avant de le remettre en marche. Je suis obligé. Alors dans le premier livret de la documentation, on a ça, mise en service du boiler fuel. Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que lors de la première mise en service du boiler fuel, il faut vérifier que l'indice de noircissement ne dépasse pas 0,5. Donc ça c'est le smoke, c'est le contrôle de baccarat, donc c'est l'utilisation de l'opacimètre. Donc 0,5 c'est 0 quoi, c'est-à-dire qu'il faut que les fumées soient transparentes, quoi, qu'il n'y ait pas de suie. Comme on avait pu le voir dans la vidéo où j'ai remplacé la pompe fuel d'une chaudière, quand je fais le test là, quand j'utilise la pompe à smoke là, eh bien j'ai le papier qui ressort blanc. Donc pas de suie, donc c'est ce qu'il faut ici à cause du condenseur, hein. Sinon on l'a vu, hein, les suies se déposent dans le condenseur et ça se colmate. Et après ça crée un défaut surchauffe sur les fumées. Il y a 10 ans j'ai fait une vidéo, chaud 12, faire un smoke, utilisation de l'opacimètre, boiler fuel, indice de baccarat, où on voit un collègue manipuler la pompe smoke avec le petit papier pour faire le contrôle des fumées. Donc là c'est le FCX22C. Le brûleur c'est le GF420, 20 kW. Donc en réglage d'usine on a 21,7 kW, il peut aller jusqu'à 23,8 kW. La pression de pompe en réglage d'usine est de 14 bars. La pompe peut débiter avec une pression maxi de 18 bars. On voit que le gicleur c'est 0,45 gallons US, 45 degrés
S, donc ça c'est le cône. Donc réglage usine, côte Y, donc ça c'est pour l'air primaire et l'air secondaire 4 mm. On peut aller jusqu'à 5 pour la puissance maxi. Et position volée d'air 5,5, ça peut aller jusqu'à 7 pour une puissance de 23,8 kW, c'est-à-dire au niveau de la puissance flamme du brûleur. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Les brûleurs seront pré-réglés en usine pour les FCX version ventouse, donc c'est ce que j'ai. Néanmoins, les réglages d'air et de ligne doivent être systématiquement vérifiés à la mise en service et après intervention sur le brûleur par prise de l'opacité, des fumées et du pourcentage de CO2. Se référer à la notice technique du brûleur car il y a une notice technique pour le brûleur en plus. Veillez à bien respecter le débit calorifique maximal. Le contrôle de la combustion doit être réalisé. La chaudière en température. La température de l'air admis au brûleur augmente notamment lorsque la chaudière est installée avec une ventouse concentrique. Le contrôle de la combustion peut être réalisé sur la chaudière par l'orifice repère 15. Ici, là. Veillez à bien refermer l'orifice après le contrôle. Donc ici, là, j'ai mon thermostat de sécurité pour les surchauffes des fumées de combustion. Et ici, là, on a un capuchon, quoi. On l'enlève. Et c'est ici qu'on met la pompe à smoke, là. Ou la mallette de combustion. Parce qu'ici, on est dans les fumées, là. Et l'échangeur, là, qu'on a vu, les tubes, ça doit s'arrêter vers ici, là. Donc c'est là, quoi. Alors, dans la documentation, on nous dit qu'il faut un indice de noircissement ne dépasse pas 0,5. Contrôle de Baccarat. Donc là, on a le papier, là, qui sert de référence. Donc lorsque tu as mis ton petit papier blanc dans la pompe et que tu fais ton smoke, donc le bout de la pompe, là, tu le mets dans le coin de cheminée. Et ici, ils te disent, là, tu pompes 10 fois. Après, tu ressors le tout. Quand tu sors le papier blanc, tu dois avoir une de ces 10 couleurs. Donc c'est la quantité de suie sur le papier. Donc 9 c'est le pire, hein, tout est noir. Donc la combustion est vraiment ultra mauvaise. Et 0 au niveau de l'indice de Baccarat, la combustion est bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suie. Après il faut affiner le CO2. Mais quand tu as ça, par exemple 9 ça veut dire que tu dois faire en plus du CO taqué. Quand tu as ça, 0 ça veut dire qu'en principe tu fais pas de CO car la combustion est bonne. Quand elle est en excès d'air, quand tu as ça c'est que la combustion elle est pas bonne. Donc obligatoirement tu produis du CO. Quand la combustion est mauvaise et en plus avec le fuel tu produis de la suie, ce qui n'est pas le cas avec le gaz naturel. Ou alors il faut vraiment pousser le truc dans les extrêmes au niveau de la mauvaise combustion. Je dis ça parce que j'ai déjà vu une fois une chaudière de 300 kW dans un bâtiment tertiaire en centre-ville, donc alimentée au gaz naturel, qui avait été prise en suie, suite à un entretien d'un technicien qui avait fait une boulette. Donc voilà l'objectif, c'est en dessous de 1, donc c'est 0 quoi. Je rajoute que lorsque l'on a une mallette de combustion gaz classique, ce qui est mon cas là, c'est une mallette de combustion pour les chaudières murales à la base. Tu es obligé de faire ce test là car sinon tu vas mettre de la matière huileuse ou de la suie sur les cellules de ta mallette de combustion et ça va la bousiller. C'est pour ça par exemple quand tu fais une formation de technicien de maintenance des équipements thermiques, tu ne fais jamais de combustion, en tout cas à mon époque, avec une mallette de combustion. Tu vas faire déjà le smog, donc ça c'est une pompe manuelle, donc là tu peux pas la péter, j'ai envie de dire. Et après tu vas faire des combustions comme ils faisaient dans les années 70, c'est-à-dire avec des produits chimiques, des réactifs qui vont réagir à la quantité de CO2 ou de O2, mais nous on le faisait avec le CO2. En gros on utilisait la pompe à smoke et le système, là je vais montrer une photo là, avec une poire avec un liquide violet dedans et ça te donnait, suivant la hauteur de liquide, le CO2 de la combustion. Le CO2 dans les fumées. Donc avec le smoke et le CO2, tu savais si ta combustion était bonne ou pas. Donc l'intérêt de ces matériels-là, c'est que tu peux pas les péter, alors qu'avec une mallette de combustion, comme les cellules sont sensibles, si tu mets de l'huile, du fuel, de la suie dessus, tu les bousilles. C'est pour ça qu'il existe, pour les vrais professionnels qui utilisent une mallette de combustion, qui veulent pas se faire chier à gérer ce problème de suie, un appareil qui filtre les gaz pour bloquer les suies, pour protéger ces cellules. Et ça, j'ai déjà vu un collègue travailler avec. Je rajoute, parce que j'ai oublié un outil, donc il y avait la pompe à smoke que l'on a vu précédemment, pour contrôler si la combustion produit des suies ou pas. Après, on a l'indicateur de teneur CO2 Brigon, donc tout ça c'est vendu dans une mallette, la mallette Brigon. Et après, à droite, on a l'outil pour contrôler le tirage dans le conduit de cheminée. Donc avec ces trois outils, tu peux faire le contrôle d'une combustion sur une chaudière fuel. Par contre, le défaut de ces outils-là, c'est que tu n'as pas de ticket, à la différence de la mallette de combustion. Mais bon, l'intérêt de ces outils-là, c'est que tu peux pas les péter, quoi. Alors qu'une mallette de combustion, tu peux bousiller les cellules si tu fais mal ton smoke. Ou alors, il faut avoir l'outil qui protège les cellules de la mallette de combustion, là, comme j'ai déjà dit. Et donc, le prix des cellules, ça vaut une blinde. Ça coûte très cher, donc c'est pour ça que il faut jamais faire une combustion lorsque les fumées sont pleines de suie. Sauf si tu veux bousiller ta mallette de combustion, c'est-à-dire ton analyseur de combustion. Et je rajoute, parce que j'ai oublié, il faut aussi contrôler la température des fumées. Pour ça, il y a des thermomètres et sprays pour conduit de cheminée, comme on peut le voir en haut à gauche. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire une combustion sur une chaudière fuel à l'ancienne. Sachant que ce matériel-là, vu qu'il est robuste, est toujours en vente chez les professionnels. Probablement dans
un but de formation. Donc là j'enlève le brûleur parce que je vais contrôler les différents éléments de la tête de combustion et j'ai envie de voir la tête que ça, tout ça. Donc là on voit que le déflecteur est propre, je me rappelle pas l'avoir nettoyé, car comme on l'a vu dans la vidéo précédente, moi j'intervenais en tant que deuxième technicien pour changer une pièce, mais un technicien avant était intervenu parce qu'il avait fait l'entretien de la chaudière fuel à condensation et il avait diagnostiqué qu'il fallait changer le thermostat de surchauffe sur les fumées. Donc c'est vrai que là on voit que le déflecteur est propre. On voit qu'il y a des parties noires quand même sur le côté, mais bon voilà quoi, rien de bien normal. Donc sur cette photo on peut voir la tête de combustion, l'électrode d'allumage, le gicleur ainsi que le réchauffeur fuel. Sur cette photo on voit mieux le réchauffeur fuel et en dessous on voit aussi la turbine. Donc bien sûr, pour connaître les cotes à respecter au niveau de l'électrode d'allumage par exemple, eh bien il faut regarder la documentation du brûleur. Donc c'est la troisième documentation de la machine. Donc sur la page 5 de la documentation du brûleur on a ça. Et ici là on a les cotes, donc au niveau de l'électrode d'allumage. Et le gicleur là on voit les cotes, là, de l'axe à ici on a 7 mm. De l'extrémité du gicleur jusqu'à l'extrémité électrode d'allumage on a 1 mm. Et entre les électrodes d'allumage on a 2 mm. La distance entre les deux électrodes. Sachant que lorsque l'arc se fait, l'air qui souffle fait que l'arc s'agrandit comme ça, ce qui fait que les électrodes d'allumage ne sont jamais dans le fuel. C'est l'arc électrique qui se déplace avec l'air et qui va dans le fuel et qui fait la mise à feu qui allume le fuel, qui l'enflamme. Donc pour faire des mesures comme ça, il faut en régler. C'est plus prudent. Donc on voit différentes informations, pré-réglage usine. Donc là j'ai le GF420, cote Y se règle ici. Là. Donc c'est le mélange entre l'air primaire et l'air secondaire, quoi, c'est le ratio plutôt. Donc on est à 4 mm. Le volet d'air, comme c'est un brûleur, une allure. Il n'y a qu'une pression de pompe, donc qu'une seule puissance, et donc il n'y a qu'un réglage de volet d'air, il n'y a pas de cam sur le servomoteur, il n'y a pas un servomoteur qui règle la quantité d'air qu'on amène à la combustion. Vu qu'il n'y a qu'une seule puissance, on le règle manuellement une fois pour toutes, donc là ils disent qu'il faut le mettre à 5,5, donc ça c'est le volet d'air, et puis voilà quoi. Donc je contrôle sur la tête de combustion ce que l'on vient de voir là, dans la documentation. Donc le gicleur a l'air d'être bon aussi, donc chez Denfos, le S c'est pour un cône. Donc une pulvérisation plein. Donc sur cette photo, on peut voir comment c'est foutu lorsque l'on a enlevé le brûleur. Et sur cette photo, j'ai remis en place le brûleur. Donc j'ai contrôlé la cote Y, j'ai contrôlé la position du volet d'air. Donc tout a l'air d'être correct. Je contrôle le filtre fuel là, dans le pot. À noter qu'il existe une clé espèce pour pouvoir dévisser le pot, car des fois à la main c'est super dur. Donc ça c'est l'outil adapté. Donc là le filtre il est correct. Je vais faire un petit tour du côté de la cuve fuel. On voit qu'elle est dégueulasse. Donc tout a l'air d'être bon, j'ai ouvert le robinet fuel sur le pot là, et après je fais la première mise à feu du brûleur. Donc là je vais faire le smoke ici. Donc je fais un premier smoke, quoi, j'en fais plusieurs, là on voit que j'en ai fait 4, donc à chaque fois que je fais un smoke, eh bien je fais des petites modifications sur les réglages. Donc là on va le voir après dans la documentation, la procédure pour faire le réglage pour avoir un smoke correct. Donc là la température de la chaudière n'est pas encore atteinte, mais là on voit que le smoke n'est pas bon, c'est-à-dire les smokes, car j'en ai fait plusieurs. Donc là on voit que celui-là, là, ce smoke là, il est quand même pas mal noir. Aux alentours du 7, 6. Celui-là, c'est la même chose. Le seul qui commence à ressembler à quelque chose d'un peu mieux, c'est celui-là, là. On a l'air d'être entre le 5 et le 6, sachant que l'objectif, c'est d'être en dessous de 1. Donc, le but, c'est d'atteindre 0. Donc, on y est encore loin. Donc, après, c'est vrai que dans le condenseur, il y a de l'eau, quoi. Il doit rester des gouttelettes d'eau. Donc, le brûleur souffle de l'air. Donc, souffle de l'air, donc ça entraîne les gaz de combustion. Et peut-être que quand je pompe aussi des micro-gouttelettes d'eau qui contiennent de la suie. Donc ça, il faut pas l'oublier, parce que quand tu fais le smoke, il faut bien mettre donc la tige là, dans le conduit de fumée, mais il faut pas que la tige touche l'extrémité du conduit de fumée. S'il y aurait de la suie, ce genre de choses, il faut le mettre en gros au milieu du conduit pour aspirer que les gaz de combustion. Donc là, c'est pas bon pour le moment. Donc sur la documentation constructeur du brûleur, on a la théorie, c'est-à-dire les principes de base d'une mise à feu d'un brûleur. Donc ici, brûleur fuel, une allure. Donc ça commence bien sûr par tous les contrôles qu'il y a à faire sur la chaudière. Donc là, tout est bon. Après, il faut faire donc tout ce qui est pré-réglage. Donc le brûleur est pré-réglé en usine. Si ce pré-réglage ne correspond pas à la puissance de la chaudière, suivre les instructions ci-après pour les réglages de la tête de combustion et celles énoncées dans la notice technique de la chaudière mise en service pour le choix du gicleur. Sachant qu'aussi, il faut prendre en compte l'altitude où installer la chaudière. C'est-à-dire que les réglages d'usine sont peut-être faits au niveau de la mer et pas à 800 mètres d'altitude.
Donc le réglage de la tête de combustion, la côte Y est graduée de 0 à 20 mm, donc ça c'est pour régler l'air primaire et la secondaire. La commande manuelle du volet d'air, donc manuel parce qu'on n'a qu'une puissance, qu'une allure, qui est graduée de 0 à 18. À la première mise sous tension du brûleur lors de l'initiation du coffret, le moteur tourne quelques secondes puis s'arrête. Donc la mise à feu, donc fermer le circuit de régulation, donc le thermostat est en demande, déverrouiller le coffret de sécurité, donc là on appuie sur le bouton du coffret de sécurité pour le réarmer s'il en défaut. Le brûleur fonctionne et le voyant vert s'allume. Attendre la fermeture du thermostat du réchauffeur. Donc il y a le préchauffage du fuel, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Lorsque le réchauffeur qui est thermorégulé atteint sa température, un contact bascule, ce qui lance la séquence de démarrage du brûleur. Et s'il n'y a pas de réchauffeur ou s'il HS, il faut faire un pont au niveau du coffret de sécurité comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes. Effectuer un contrôle de combustion, CO2, opacité et température des fumées. Donc si tu as une bonne mètre de combustion qui filtre l'essuie, tu peux faire ça directement, c'est-à-dire que tu mets directement ta mètre de combustion quand tu as canne dans le conduit. Moi c'est pas le cas. Donc comme elle est neuve, un mètre de combustion, j'ai pas envie de la bousiller. Donc il faut d'abord faire l'opacimètre, donc le smoke test. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que pour augmenter le CO2, il faut diminuer l'ouverture du volet d'air et inversement. Donc, s'il y a trop de CO2, si le CO2 est trop élevé, il faut amener plus d'air. Et s'il n'y a pas assez de CO2, si le taux de CO2 est trop faible, il faut diminuer la quantité d'air que l'on amène, donc il faut un peu plus fermer le volet d'air. C'est pour ça qu'ils disent diminuer l'ouverture du volet d'air et inversement, suivant comment varie le CO2. Donc ça, c'est la théorie. Une modification de sa valeur peut demander une correction de la cote Y en agissant sur la vis 3. Donc ça, c'est pour régler l'air primaire et le secondaire. Car bien sûr, tout ça, donc le CO2 va varier, mais le CO va aussi varier. Donc ça, c'est pour affiner aussi au niveau donc, du CO2 et du CO. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que tu as le volet d'air à gérer, mais après il va aussi falloir gérer l'air primaire et l'air secondaire, donc avec la cote Y. Et donc là après, c'est à force d'essais successifs et d'expérience professionnelle que tu vas mettre plus ou moins de temps à régler la combustion. Et après ça dépend aussi du brûleur, il y en a qui sont faciles, d'autres qui sont plus difficiles. Et quand je dis que ça dépend du brûleur, ça dépend du couple chaudière-brûleur. Car il y en a c'est facile, mais il y en a d'autres c'est un peu la misère avant d'avoir un truc correct. Pour modifier l'indice de fumée, donc c'est ça qui m'intéresse, parce que eux ils commencent par le CO2, mais le souci c'est que tant que tu n'as pas fait l'opacimètre, donc le smoke test, tu peux pas mettre ta mètre de combustion sans prendre un risque de la bousiller. Car comme on l'a vu précédemment, là actuellement il y a de la suie, c'est dégueulasse, donc si ta mètre de combustion aspire ces gaz de combustion avec cette suie-là, eh bien ça va se foutre sur les cellules, et c'est comme ça qu'on bousille sa mètre de combustion, en tout cas les cellules, qui font l'analyse de la quantité d'O2 et du CO dans les fumées. Donc pour modifier l'indice de fumée, ouvrir le volet d'air pour éclaircir et inversement. Donc c'est vrai quand tu dis ça, tu dis ouais c'est pas dur. Donc mon smoke test est mauvais, si j'ai trop de noir, là j'ai trop de suie. Donc je vais ouvrir le volet d'air pour amener plus d'air, plus d'oxygène pour avoir une meilleure combustion. Et si c'est trop clair, bon là le but c'est ça, c'est que ce soit clair, ils disent de le refermer. Mais une fois que tu as le smoke test qui est clair, si tu le refermes, c'est par rapport après au CO2, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'il y a dans les gaz de combustion. Donc procéder à un contrôle des paramètres de combustion dans les conditions réelles d'exploitation, porte fermée, etc. ainsi qu'au test d'étanchéité des différents circuits, consigner les résultats sur les documents appropriés. Après il faut faire les contrôles de sécurité, vérifier en fonctionnement l'ouverture des circuits de régulation, la mise en sécurité avec verrouillage par absence de flamme, l'étanchéité sur la façade chaudière, le fonctionnement des asservissements, la dépression du circuit d'alimentation fuel, maximum 400 millibars, donc sous la pression atmosphérique bien sûr, c'est moins 400 millibars en pression relative. Donc voilà, donc moi là ce que je retiens déjà c'est que pour modifier l'indice de fumée, il faut ouvrir le volet d'air pour l'éclaircir, et inversement. Et donc malheureusement j'arrive pas à avoir un smoke correct. Donc là ça commence à me saouler parce que là tu vois une photo où j'ai fait 4 smoke tests là, mais j'en ai fait une dizaine et à chaque fois tu mets ton bordel dans le conduit, tu fais 10 coups de pompe, donc c'est manuel, tu pompes, tu recommences, donc tu contrôles, tu vois ce que ça dit et après tu retouches sur les réglages du brûleur, t'attends un peu et tu recommences. Donc 10 smokes ça fait 100 coups de pompe, donc là ça commence sérieusement à me saouler là, parce que il existe des smoke tests électronique, t'appuies sur le bouton, t'attends et tu as le résultat. Basta. Donc là, sur cette page, là, on a des instruments de mesure de la suie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est les testos, donc opacimètre électronique, donc il y a plusieurs gammes. Appareil de mesure du noircissement. Opacimètre testo 338 avec Bluetooth. Donc voilà, donc ça, c'est des outils qui sont, j'ai envie de dire, modernes. Donc ça me laisse rêveur. Ça évite de se faire chier à pomper là, constamment avec la pompe à smoke. Là. Quand tu arrives du premier coup, c'est bien, mais quand tu dois faire un paquet d'essais, avec ça, moi, c'est pratique, tu appuies sur le bouton et tu attends. Donc l'outil existe. Alors je sais pas si en France, il y en a qui travaillent avec ça. Car déjà, pour avoir du matos de base, c'est difficile. Donc là, on est sur du matos un peu plus évolué. En tout cas, si j'étais à mon compte, c'est sûr que ça, c'est direct. Si je fais du fuel, bien sûr.
Là, ce matos que j'utilise, c'est du matos du siècle dernier, qui est bien en backup, en secours, mais pas en exploitation, en tout cas pour moi. Il faut vivre avec son temps. Donc je prends la canne de ma valve de combustion et je la mets dans le conduit, même si le smoke est mauvais. Et je fais donc une analyse de combustion. Donc je vois un peu le CO2, le CO. Donc je corrige un peu le CO2. Donc là, je fais une impression, là. Donc on voit mon ticket de combustion. Donc on peut voir que quand j'ai fait la combustion, là, j'ai température de fumée 90 degrés, CO2 12,3%, rendement 96,5%, facteur sur l'air 1,25. Donc on voit que c'est pas dégueulasse, hein, mais le smoke n'est pas bon. Donc je me dis qu'au bout d'un certain temps, c'est peut-être plus à cause de l'humidité que j'ai mis là en nettoyant le condenseur, parce qu'au bout d'un moment, bon, les fumées soufflent l'eau et assèchent le condenseur, car on voit qu'en plus la température des fumées est de 90 degrés, donc là on voit qu'on est au-dessus du point de rosée qui est à 48 degrés Celsius. Donc ça veut dire que le condenseur ne condense pas parce que les températures des fumées sont supérieures à la température du point de rosée. Donc je me dis qu'il y a un problème sur le réglage de la combustion. Et après la question que je me pose c'est pourquoi j'ai ce problème là. Que la carte m'avait dit qu'il y avait toujours eu des problèmes avec cette chaudière là. Donc peut-être est-ce qu'il y a un problème avec le conduit de cheminée. Est-ce qu'il y a un problème avec la vitesse de rotation du moteur, c'est-à-dire qu'il souffle pas assez d'air. Mais bon, comme j'ai un CO2 qui est correct, je pense pas. Donc j'y passe un certain temps, hein. Donc après je décide d'arrêter dans le sens où j'arrive pas à avoir le bon smoke, c'est-à-dire un smoke de 0 ou en dessous de 1 comme ils disent dans la documentation. Donc quand tu arrives pas à faire une combustion, ça peut être pour plusieurs raisons. Donc là moi ce qui me gêne c'est que je peux pas mettre en permanence ma canne de mettre de combustion dans le conduit, parce que si ce smoke est pourri, bah, tu vas bouger tes cellules. Donc ce qui fait que je fais des tests comme ça mais vite fait quoi, c'est-à-dire qu'après je reviens à la pompe à smoke, c'est-à-dire j'enlève la canne et je reviens donc avec mon matos classique, donc la pompe à smoke. Donc là quand tu as un problème comme ça dans des cas difficiles, donc des brûleurs difficiles à régler ou un problème avec la chaudière, il existe, comme je l'ai dit, là j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, des filtres à suie, c'est-à-dire des modules qui s'achètent. Donc c'est en option bien sûr, c'est pas vendu avec la mètre de combustion. Quand tu fais du fuel, tu mets ça dessus et ça protège tes cellules, qui fait que tu peux laisser en permanence ta canne dans le conduit et faire tes réglages avec ta mètre de combustion et pas avec ta pompe à smoke. Sachant que s'il y a du smoke, il y a un peu de CO. Si tu as 0 CO sur la mètre de combustion avec du fuel, tu as 0 en smoke. En gros, c'est ce que j'ai pu constater. Donc pour illustrer ce que je disais là, donc ça c'est la marque Ecom. Donc c'est une marque entre autres spécialisée sur les manettes de combustion. Donc j'avais un collègue qui en avait un là, qui avait une manette de combustion comme ça. Donc là on est plutôt sur des manettes de combustion plutôt dans le haut de gamme. Là on est plus sur de la mallette premier prix là, 800 € pour faire du contrôle de combustion sur chaudière murale. Donc justement pour les chaudières, en tout cas les brûleurs difficiles, donc il existe là. Donc ça c'est une option pour cette marque là. J'en parle parce que j'ai déjà vu utiliser un collègue le pot de barbotage. Donc là tu le vois là, tu as 10 filtres à suie PVC encapsulés pour analyseur de combustion. Donc 10 filtres à suie, donc c'est pour filtrer les suies, hein, pour protéger tes cellules. Et là tu as le pot de barbotage, c'est-à-dire que toutes les poussières, toute la merde va être bloquée dans l'eau et toi tu aspires les gaz de combustion mais nettoyés. Donc ça j'ai déjà vu là, le pot de barbotage, bon ça coûte 140 € hors taxe. Donc ça c'est adapté pour leur mallette à eux, mais voilà ce qu'il faut comme matos quand tu as des brûleurs difficiles, en tout cas sur le fuel. Donc là, si tu vas sur leur site, vite fait là, donc là tu as analyseur de combustion chaufferie, donc là tu choisis analyseur de combustion chaufferie, donc là je veux du fuel, protection cellule CO, oui, donc là c'est hyper important, une bonne mètre de combustion et une purge automatique du CO, car j'ai déjà fait une fois un réglage de chaudière vapeur avec une mètre de combustion faite pour les chaudières murales, j'ai pété un plomb. D'ailleurs, j'ai pas pu atteindre l'objectif. J'étais resté plus de 3 heures dessus quasiment. Parce que cette saloperie de mètre de combustion saturée en CO. Et une fois que la cellule est saturée en CO, il faut sortir la canne et attendre 3-4 minutes à l'extérieur. En tout cas, faire en sorte que la canne aspire de l'air frais pour que la cellule redevienne fonctionnelle. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu faire le boulot. J'ai demandé si un collègue voulait la faire, la combustion sur ces chaudières vapeur là, personne n'avait voulu s'y engager et on n'avait pas le matos nécessaire, donc on a dû faire venir un sous-traitant avec une mètre de combustion avec purge automatique du CO, c'est-à-dire que tu mets ta canne dedans, la mallette fait sa vie, elle gère le CO et en 30 minutes c'est plié. Donc quand tu as les beaux outils, tout de suite ça change la vie, quoi. Donc là par exemple, pour faire du particulier, donc là je suis en dessous de 70 kW, donc ça c'est par rapport à la quantité de fumée que va générer donc la chaudière, hein, donc le brûleur. Donc d'après ce qu'ils disent là, il faut voir dans cette gamme là on voit que analyseur gaz, fuel, bois, sachant que le bois c'est encore pire que le fuel au niveau saloperie pour les analyseurs de combustion, donc il faut des protections spécifiques. Voilà, et donc là si je me mets vite fait là sur analyseur de combustion chauffagiste, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là je me suis mis sur analyseur de combustion chauffagiste, fuel, protection cellule CO, donc ça oui pour moi c'est obligatoire, puissance, ok. Bah voilà, donc après il faut prendre les accessoires pour protéger.
la mettre de combustion, donc les accessoires qu'on a vu là au début là. Si je rajoute le gaz, ouais, ça change rien. Si je rajoute le bois, ok. Et si tu vas dans les accessoires pour un désir de combustion, ben là tu la retrouves, la pompe à smoke là, 138 € hors taxe, et le pot de barbotage pour filtrer les poussières. Donc là je suis dans les consommables pour un désir de combustion et c'est là où j'ai les filtres pour la suie. Donc voilà, ça fait rêver tout ce matos. Donc en conclusion, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, j'avais été là pour changer le thermostat de surchauffe de sécurité sur les fumées. Donc on voit que si la chaudière a déclenché, c'est pas à cause de ça, c'est parce que le condenseur était pris en suie, comme on a pu le voir dans cette vidéo là. Donc j'ai tout nettoyé. Donc si tu as une prise en suie comme ça veut dire que la combustion était mauvaise. Donc comme j'ai dit, l'entretien avait été, en tout cas, était censé avoir fait cette chaudière avant que j'intervienne lors de l'intervention du remplacement du thermostat de sécurité. Donc j'ai pu constater que pour régler le smoke, avoir un smoke à 0, j'ai pas réussi. Donc j'ai fait une dizaine de tentatives. Donc après, vu que j'y arrivais pas, après j'ai laissé tomber. Quand j'ai laissé tomber, j'ai pris ma mallette de combustion, j'en ai mis un coup là et j'ai réglé quand même le CO2, tout en sachant qu'à chaque fois que je mettais ma canne dans ce conduit, ben je prenais le risque de bousiller mes cellules, que j'avais pas les accessoires pour filtrer la suie des gaz de combustion. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai dit dans mon rapport? Eh bien que j'arrive pas à réguler le smoke, c'est-à-dire le smoke est mauvais, donc d'envoyer quelqu'un de plus spécialisé sur le fuel, peut-être qu'il a du matériel plus adapté. En tout cas, au bout d'un moment, moi j'ai pu le voir sur ma chaudière vapeur, je suis resté 3 heures dessus là. Quand t'as pas l'outil adapté, ou si tu traites des brûleurs difficiles, voilà, il faut les bons outils ou sinon tu perds ton temps. Et ça peut être dangereux, surtout sur la vapeur. Donc une cliente mécontente, hein, parce que là on est déjà, je sais plus à combien d'interventions, mais il va y en avoir encore d'autres. Donc voilà, moi je suis pas magicien, hein, donc sachant que les outils existent, j'ai demandé les outils, mais bon, je savais que j'allais pas les avoir parce que c'est des outils quand même qui sont onéreux, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même du fuel régulièrement, donc c'était mon cas, hein. Mais voilà, on revient toujours au problème d'outillage. Donc tant que tu as du brûleur, on va dire facile, ça va, mais dès que tu tombes sur des machines à problème, c'est là où l'outillage compte vraiment pour être efficace dans son dépannage et dans son réglage de combustion. D'ailleurs, tu as pu le voir dans la vidéo précédente, quand l'outillage suit pas, souvent les gens ils font ce qu'ils peuvent faire et puis après voilà quoi, ils passent à autre chose et tu as les techniciens qui défilent chez le client et qui changent une pièce par-ci, une pièce par-là, et à la fin tu as changé toutes les pièces du brûleur, voire de la chaudière, et après tu as des clients qui pètent un plomb, des clients particuliers, parce que dans le milieu professionnel souvent tu dégages quoi, c'est-à-dire que soit tu es viré, c'est-à-dire l'entreprise est virée et ils prennent une autre entreprise, souvent c'est comme ça que ça se passe, ou alors ils embauchent un technicien vraiment spécialisé dans le domaine et ils lui fournissent le matos qui va bien avec. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience pour cette intervention fort frustrante, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.